Merci de nous rejoindre pour la reprise des interventions. Et sans plus tarder, je passe la parole à Yves Zlotowski, économiste en chef de Coface, pour son panorama risque pays des économies avancées. Yves, c'est à toi. Merci. Bonjour, merci Raphaël. Donc la raison pour laquelle nous avions pris ce thème des réformes structurelles, d'abord c'était pour ajouter une note un peu plus positive par rapport à l'année dernière on avait une table ronde sur l'Europe qui était très dépressive. C'est aussi parce que cette question des réformes a vraiment un impact très important aujourd'hui sur la conjoncture. Les pays sont différenciés justement parce que les ajustements, les réformes sont très différentes d'un pays à l'autre. En tous les cas, on peut dire que la bonne nouvelle pour les pays avancés, c'est que dans certains cas, les risques s'améliorent et dans le pire des cas, les risques se stabilisent, ce qui est une bonne chose. Et l'économie qui incarne pour nous le mieux ce rétablissement, c'est certainement les États-Unis. Alors, je vous rappelle que pour nous, le risque pays, c'est vraiment l'impact des évolutions économiques, financières, politiques sur le risque de crédit des entreprises. Et s'il y a un maillon fort dans l'économie américaine, c'est bien les entreprises. Alors, j'ai essayé d'illustrer par ces deux graphiques. Vous voyez à gauche la dynamique des profits. Le bleu, c'est les États-Unis, où ils se sont rétablis très vite. Et puis un petit chiffre aujourd'hui, les profits rapportés au PIB des entreprises américaines, c'est 12,5%. Pour la France, c'est 6,5%. Et aux États-Unis, c'est un niveau historiquement record. Mais c'est le graphique de droite qui incarne encore mieux cette situation très saine des entreprises américaines. Vous voyez la barre bleue, c'est le niveau de dette des entreprises fin 2013. Et le petit point vert, c'est le niveau le plus élevé depuis la crise de dette des entreprises. Et vous voyez que le seul pays où il n'y a pas de différence entre les deux, c'est-à-dire le seul endroit où les entreprises n'ont pas eu besoin de se désendetter, ce sont le cas des entreprises américaines. Alors bien sûr, vous voyez le cas de l'Espagne où la marge est énorme. Alors, donc on a des entreprises qui sont rentrées dans la crise avec des bilans très assainis. Évidemment, contrairement aux autres acteurs de l'économie américaine, contrairement à l'État, contrairement aux banques et bien sûr contrairement aux ménages. Mais ces ménages, ils se sont eux beaucoup assainis depuis la crise. La dette des ménages a beaucoup baissé. Et on voit aujourd'hui que la consommation des ménages, depuis à peu près le deuxième trimestre 2010, c'est en moyenne 2,3% contre 3% avant la crise. C'est un niveau très enviable. Donc les entreprises ont une bonne situation financière. Elles profitent d'une demande finale qui est extrêmement dynamique, dans un contexte en plus où la politique économique, la politique monétaire, la politique budgétaire se clarifient. Donc n'en jetez plus sur le risque américain, c'est vraiment un risque qui s'améliore. Alors un petit bémol quand même, c'est vrai que cette baisse du chômage qu'on voit, elle est un peu en trompe-l'œil, puisque vous savez que l'économie américaine crée moins d'emplois. Un petit chiffre seulement, depuis 2009, la production industrielle américaine a augmenté de 17%, l'emploi, lui seulement, de 3%. Voilà. Donc il faudra que la protection sociale s'adapte à une économie qui crée moins d'emplois. Et on voit l'Obamacare, on voit qu'il y a des promis des ratés au début, et ça fait dire quand même que les infrastructures publiques américaines sont pas encore exactement au niveau du besoin de protection sociale de l'économie. Alors on a, depuis plus d'un an maintenant, une évaluation des risques sectoriels. Alors on opère cette évaluation en agrégeant en fait les comptes d'entreprises. On prend en fait des grands ratios financiers, profitabilité, dette, chiffre d'affaires, cash flow. On corrige ces chiffres de notre expérience de paiement et donc on transforme ça en une pastille ultra simple à lire, risque modéré en vert, jaune risque moyen, rouge risque élevé et noir risque très élevé. Alors vous voyez qu'il y a une dynamique plutôt positive dans les évaluations des risques sectoriels. On a reclassé récemment deux secteurs, la distribution et l'automobile. Alors, pour toutes les raisons que j'ai dites, bon niveau de consommation, très forte profitabilité. Il y a aussi autre chose qui apparaissait dans le débat ce matin, c'est la question des coûts. On parle beaucoup de la révolution des coûts en Europe du Sud. Il y a aussi une révolution des coûts aux États-Unis. Elle a deux formes. D'abord, ce que je disais de l'augmentation de la productivité du travail. Aujourd'hui, les entreprises américaines produisent plus avec moins de personnes, puisqu'on voit que le taux d'emploi n'augmente pas beaucoup. Et le deuxième élément, bien sûr, c'est la révolution des gaz de schiste. En 6 ans, le prix du gaz aux États-Unis a été divisé par 4. Il représente aujourd'hui un tiers du prix du gaz européen. Donc c'est un avantage compétitif considérable pour les entreprises américaines. Alors une économie qui semble marcher sur la voie royale américaine, si on peut dire, c'est le Royaume-Uni, et qui va avoir une croissance qu'on estime à 2,1% cette année, donc une croissance très forte. Mais je dirais qu'entre l'amélioration macro et l'amélioration du risque micro, on n'est pas aussi confortable que dans le cas américain. Alors d'abord,
Dans le graphique de gauche, ce qu'on voit, c'est que la croissance britannique, c'est quand même d'abord une croissance de rattrapage. Hein, les Britanniques, c'est la courbe rouge, et c'est le niveau de PIB 100 en 2008 et le niveau de PIB aujourd'hui. Vous voyez qu'on est très en dessous du niveau, contrairement, ça a été dit tout à l'heure, à la France, contrairement bien sûr aux États-Unis, contrairement à l'Allemagne. Le seul des grands pays qui fait pire, bon, l'Espagne n'est pas sur cette courbe, ça pourrait être l'Espagne, et c'est aussi bien sûr l'Italie. Donc on est pas encore très en dessous du niveau du PIB d'avant-crise. Mais surtout quand on regarde, quand on entre dans la reprise britannique, vous voyez d'abord que c'est l'offre à droite, la valeur ajoutée par secteur, et vous voyez que ce qui remonte beaucoup, c'est la courbe rouge, c'est-à-dire l'immobilier, risque de bulle immobilière, augmentation des prix de 8% l'année dernière des prix immobiliers, et surtout ce sont les services, tout en haut, c'est la courbe qui remonte vert et bleu, et notamment les services financiers, qui jouent un rôle gigantesque dans l'économie britannique. Tout ça pour dire que cette amélioration du PIB, bon, elle relève de secteurs qui sont soit peut-être un secteur avec un risque de bulle, soit évidemment un secteur qui n'est pas exactement les corporates, parce que quand vous voyez la production industrielle, c'est le bleu ciel, et ben elle patine beaucoup. Et puis le troisième élément qui nous rend pas très confortable sur le risque britannique, c'est le fait que justement, le problème c'est que cette croissance est très axée sur des secteurs qui sont volatiles. Et d'ailleurs, le profil de la reprise britannique, il est très volatile. Depuis 2010, on a enregistré 4 trimestres négatifs au Royaume-Uni, alors qu'on en a eu un seul aux États-Unis. Donc vous voyez que le fait de reposer sur des secteurs volatiles rend elle-même la macroéconomie assez volatile. Donc pour l'instant, oui, le risque se stabilise, peut-être qu'il ne s'améliore pas. Quant au Japon, le risque se stabilise, mais à très bon niveau, je dirais. Et là, pour le coup, Monsieur Abe profite aux entreprises, c'est bien clair. D'abord, quand vous regardez la manière dont la croissance évolue au Japon. Alors, ce qu'on a fait comme exercice, ce sont les composantes de la demande. Vous voyez en orange l'historique, 2003-2012, en bleu 2013, et en vert notre prévision 2014. Donc pour le PIB en bas, et puis en haut les différentes composantes de la demande. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le consommateur japonais s'est réveillé, effectivement, de manière très spectaculaire en 2013, mais il va être beaucoup moins dynamique. Il va revenir à l'historique, on pense, en 2014. Pourquoi? C'est la courbe de droite. Qu'est-ce qui a boosté la consommation cette année au Japon? C'est l'incroyable courbe bleu ciel, le Nikkei, qui a explosé, donc effet de richesse, les ménages japonais. Et puis surtout, c'est la courbe rose, c'est-à-dire ce qui baisse, c'est le taux d'épargne. Et oui, les Japonais ont désépargné. Par contre, quand vous regardez la courbe verte, les salaires, c'est très flat. Pour l'instant, l'Abenomics ne s'est pas transmis aux salaires. Et d'ailleurs, le Premier ministre Abe a fait une déclaration la semaine dernière pour dire qu'il faut aujourd'hui absolument que les salaires augmentent. Regardez par contre la courbe des profits des entreprises, explose littéralement, mais ces profits ne sont pas distribués au salaire. Ils sont distribués à la dette, les entreprises japonaises remboursent leur dette, ils sont en partie distribués à l'investissement, les entreprises japonaises réinvestissent un peu, mais ils ne se transmettent pas au salaire. Donc je dirais que pour le moment, les Abenomics, je dirais, eh bien, ça profite à des entreprises qui sont déjà bonnes, mais ça ne fait pas encore réellement sortir le Japon du piège déflationniste. En tout cas, la question est ouverte. On verra ce qu'il en sera en 2014. Alors, en revanche, une économie qui ressemble beaucoup au Japon en matière de régime de croissance, c'est l'Allemagne. Et là, pour le coup, on parlait des changements structurels. La croissance allemande change de manière assez drastique. Vous voyez, on a fait le même exercice en comparant l'historique et nos prévisions des composantes de la demande. Alors d'abord, regardez ce qu'on prévoit pour l'Allemagne en 2014, un niveau historiquement élevé, 1,7%, c'est une croissance très forte pour l'Allemagne. Et bien sûr, ce que vous voyez progresser de manière spectaculaire, c'est le consommateur, qui était très peu présent historiquement, contribue à 0,2 points, 2013 0,6, 2014 0,9. Le consommateur allemand revient, il dépense, parce que d'ailleurs les salaires ont augmenté en Allemagne. Et donc en gros, l'Allemagne, eh bien, elle marche sur ses deux jambes. Elle marche sur sa demande intérieure, mais aussi sur les exportations un petit peu, puisque certes, elles ont beaucoup souffert en 2013 à cause de la récession en zone euro, mais grâce à la reprise, même molle, de la France, de l'Italie, de l'Espagne, on va avoir une contribution positive des exportations. La macro s'améliore, à gauche, à droite, la micro s'améliore aussi. Vous voyez la courbe des faillites, du nombre de faillites en bleu, baisse, moins 9% en rythme annuel. Et quand on regarde le coût des faillites, c'est-à-dire la dette fournisseur et la dette bancaire des entreprises allemandes, ça baisse aussi, moins 0,6%. Bon, là aussi, n'en jetez plus sur l'Allemagne. On a déjà vu que les entreprises étaient très profitables, très bien capitalisées, de taille critique. Et puis, ça a été dit aussi, donc je ne rajoute pas l'argument. C'est vrai que ce qui est très spectaculaire, c'est ces fameuses ETI. On pourrait regarder l'argument inverse.
Ce qui est remarquable en Allemagne par rapport à l'Europe du Sud, c'est la très faible intensité en TPE. Et très souvent, l'importance des TPE rend souvent le risque de crédit plus élevé. On le voit en Europe du Sud. Juste un petit chiffre, les 0,9 salariés, les entreprises de 0 à 9 salariés, c'est 81% du nombre total des entreprises en Allemagne, c'est 94% du nombre total d'entreprises en France. Bon bref, de très bonnes nouvelles aussi qui sont assises sur une solidité structurelle. Alors, donnons-nous du courage et disons des choses positives sur la France. Alors, on va trouver des bons chiffres. Regardez à gauche d'abord le coût des faillites. Le coût des faillites, donc, c'est la dette fournisseur et la dette bancaire des entreprises en défaillance. Eh bien oui, nous faisons mieux que nos voisins allemands. Ils ont des grosses entreprises, donc leurs faillites leur coûtent très cher. Nous, on a plutôt des petites entreprises, donc nos faillites coûtent moins cher. Bon, c'est plutôt déjà une bonne chose. Plus sérieusement, regardez cette courbe orange qui est effectivement la dynamique du coût des faillites. Et le risque français nous faisait très très peur, je dirais, fin 2012, début 2013, parce qu'il y avait quelque chose où on voyait une augmentation de la taille moyenne des entreprises en défaillance qui est exprimée par cette montée de la courbe orange. On voyait de plus en plus de grands acteurs dans l'agroalimentaire, dans la distribution, faire défaillance. Évidemment, ce que ça veut dire, c'est que l'impact systémique des défaillances est plus fort. Impact en termes de coûts, mais aussi impact en termes d'emploi, donc impact sur le chômage. Ce que l'on voit à partir du milieu de l'année, même si la courbe est un peu volatile, c'est comme une stabilisation du coût, c'est-à-dire un retour à une situation plus normale, peut-être pas glorieuse, mais une situation où ce sont plus les PME qui font faillite. Donc vous voyez que ça, c'est vraiment un retour, je dirais, à une situation plus typique des entreprises françaises. Et puis continuons à se donner du courage, et regardez ce magnifique graphique à gauche, où on voit la consommation des ménages. Regardez le niveau 100 en 2008, eh bien, seule l'Allemagne fait mieux que nous. Vous voyez que fin 2014, on sera très au-dessus de notre niveau. La consommation résiste. C'est pour ça d'ailleurs que la France a une croissance qui résiste plutôt. Et comparaison de terribles ajustements qui a eu lieu en Europe du Sud. Regardez les courbes italiennes, espagnoles, portugaises, où effectivement la demande interne s'est complètement écroulée. Je dirais que nous avons évité ces ajustements douloureux. Bon, alors si on retourne au slide et que maintenant, précédent, et qu'on devient un peu plus réaliste, voyons maintenant ce qui fait mal. Ce qui fait mal, bien sûr, c'est le nombre de faillites. Vous voyez qu'on est presque au niveau du nombre de faillites record de 2009, pas loin de 63 000 faillites. Donc ça, c'est vraiment inquiétant. Bien sûr, d'abord, c'est toujours à la hausse. Et un des problèmes de la France, c'est que certes, la croissance est résiliente, mais elle n'est pas assez forte pour faire baisser cette courbe bleue. Il faudrait qu'en France, on ait une croissance de 1,6% pour faire baisser le nombre de faillites. Nous prévoyons l'année prochaine 0,6%. Donc à la fois, on a une croissance qui n'est pas assez forte pour vraiment améliorer la situation micro, mais en même temps, la croissance, elle est relativement résistante parce que la conso est résistante, parce qu'effectivement, les coûts du travail sont résistants, et le résultat aussi, c'est que les marges des entreprises s'érodent lentement, mais sûrement, et on le voit, le problème d'offre. Et pour finir de se faire peur, puisque après avoir vu la vie en rose, voit la vie plutôt en noir, regardez la courbe des comptes courants, des déficits courants, on l'a évoqué tout à l'heure. C'est vrai que Pierre-Carlo Padoan l'a dit, un des gros problèmes de la zone euro il y a 10 ans, c'était cette différenciation des comptes courants qui était absolument spectaculaire. Et ben, la France, elle était au milieu, on ne voyait pas le problème français quand l'Espagne faisait moins 10% du PIB de déficit courant. Regardez ce qu'on attend en 2014, la plupart des pays d'Europe du Sud vont avoir des excédents. La France, elle, est stable, certes, mais a un déficit d'environ moins 2% du PIB. Donc, je dirais que cette stabilité française, c'est aussi derrière des vulnérabilités assez importantes, quand évidemment on voit que dans le cas espagnol, Javier Santiso l'a rappelé, les exportations explosent. Donc c'est vrai que les exportations, c'est vraiment la contrepartie de cette baisse très très forte de la consommation, mais pas seulement, il y a une vraie dynamique effectivement de l'offre en Espagne. Néanmoins, la France, le cas français avec ses 0,6%, en Espagne, nous attendons à peu près 0,5%, en Italie 0,4%. Tout ça pour dire qu'en Europe du Sud, certes, on va avoir une reprise, mais une croissance qui, à bien des égards, va être trop faible. D'abord trop faible pour réduire les grands risques de la zone euro. Regardez les prévisions de la Commission européenne des taux de chômage. Alors ça baisse, c'est vrai, de manière spectaculaire, la courbe bleu ciel en Irlande, ça baisse un petit peu en Grèce, mais on reste à des niveaux de chômage très élevés. Il faut se méfier de ça. C'est toujours dans les situations de reprise, avec des chômages qui résistent, que les risques sociaux augmentent, que les gens ne comprennent pas pourquoi ils ne gagnent pas les gains de la reprise, ils sont toujours au chômage. Puis deuxième élément,
on a fait un petit exercice de prévision des dettes publiques, avec des hypothèses raisonnablement optimistes. Croissance qui augmente un petit peu, pas de choc de taux d'intérêt, austérité mesurée. Vous voyez, en 2018, on reste avec des dettes publiques extrêmement élevées, souvent au-delà de 100% du PIB. Je dis 100% du PIB parce que c'est souvent la limite psychologique où le risque souverain est considéré comme élevé. Donc ces grands risques sociaux, macro-financiers, ils restent quand même en arrière-plan de la zone euro. D'ailleurs, c'était le message final de l'allocution de Jean-Claude Trichet. Ce sont des chiffres qui ne mentent pas. Et puis aussi, je l'ai dit, dans bien des cas, on a fait cet exercice donc, de point mort des faillites pour la France. Dans d'autres cas aussi, le taux de croissance qu'on attend est trop faible pour faire baisser significativement le nombre de faillites. Vous regardez en bleu ce taux de croissance idéal, et vous voyez en vert ce qu'on prévoit. Donc vous voyez que dans le cas du Royaume-Uni, dans le cas de la France, je l'ai dit, mais aussi dans le cas de l'Italie, on sera à des taux de croissance plus faibles que ce point mort des faillites. Encore ces deux pays qui performent pas trop mal, qui y sont presque, les États-Unis et l'Allemagne. Et le cas très atypique du Japon, les entreprises japonaises peuvent supporter une récession, une contraction du PIB. Il ne faut faire que moins 0,7% pour permettre aux faillites de baisser au Japon. Les entreprises japonaises sont très très solides. Et sur le risque sectoriel, je vous avais présenté un tableau plutôt positif sur les États-Unis. Là aussi, vous voyez qu'on est dans des situations où le risque se stabilise, mais pas d'amélioration franche. On a encore des risques très élevés dans l'automobile, dans les métaux, et on n'a aucun secteur en Europe de l'Ouest qui est évalué comme risque modéré. Mais disons qu'au moins, on arrête de dégrader les risques sectoriels, on est plutôt en stabilisation. Alors quand on regarde, pour conclure nos évaluations pays, je vous rappelle que nous mesurons le risque de crédit des entreprises en 7 rangs, A1, A2, A3, A4, B, C, D. Eh bien, des bonnes nouvelles. La surveillance positive sur les États-Unis, il va apparaître, j'espère tout de suite, voilà, qu'on a mis il y a 3 mois, donc évidemment conforté par toutes les bonnes nouvelles macroéconomiques, mais aussi microéconomiques sur les États-Unis. Nous annonçons donc la surveillance positive sur l'évaluation pays A2 de l'Allemagne et de l'Autriche, croissance pour ces deux pays de 1,7% cette année, baisse des défaillances, faible chômage, donc une situation favorable, et puis le reclassement de l'Irlande. Vous voyez que l'Irlande va aussi avoir une croissance de 1,7%. Ces exportations vont profiter de la bonne tenue de la demande britannique, de la bonne tenue de la demande américaine. On sent un frémissement du côté de la demande interne, et bien sûr les succès financiers de l'Irlande et la sortie du programme de la Troïka, avec une conditionnalité qui a été bien remplie. Alors l'Europe du Sud, petite vision rapide rétrospective pour conclure. Grèce et Espagne, depuis 2007, ont perdu 4 crans dans notre évaluation pays. Portugal et Italie ont perdu 3 crans. France a perdu 3 crans. La bonne nouvelle, c'est que cette descente aux enfers, elle est terminée. Voilà, c'est comme ça que je conclue. Merci. Merci.